avec la situation toujours très tendue, diplomatiquement parlant, entre le Mali et la France. Bamako a dénoncé lundi les accords de coopération militaire avec la France. La France qui conteste cette rupture des accords de défense annoncée donc lundi soir en précisant que cette décision est injustifiée car selon elle, on n'a pas atteint ce point de rupture-là. Les accusations, elles balayent entre autres les accusations notamment de violation de l'espace aérien malien en parlant notamment des de l'incident survenu à Gossi où un drone de l'armée française avait donc filmé les positions de cette base militaire pour Paris. Cette zone n'était pas parmi les zones de non-survol. Et donc la France pouvait bel et bien survoler cette zone. Paris qui au passage accuse Moscou d'être derrière voilà, cette prise de position radicale des autorités maliennes. Qu'en est-il exactement? Nous allons dans le cadre de cette édition recevoir deux invités. Amina Fofana qui va nous retrouver depuis Bamako au Mali. Et Linda Labaoui qui est également installée en multiplex avec qui nous allons échanger autour de la question. Mais avant de retrouver nos invités installés en multiplex, je vous propose de suivre le Premier ministre malien Choguel Maïga qui revient voilà, sur les fondements, sur ce qui pourrait être considéré comme étant entre autres les fondements même lointains, même historiques de ce qui paraît aujourd'hui comme étant une situation de non-retour dans les relations diplomatiques entre la France et le Mali. Maintenant, nous, notre objectif, le président et nous-mêmes et tout le gouvernement, c'est vraiment rester collé à ces 5 objectifs. Pas plus tard que ce soir, vous allez entendre une déclaration où nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Nous ne l'avons pas fait parce que c'est réclamé ici et là. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Nous avons réuni les éléments de droit, les éléments de politique pour aboutir à la conclusion qu'il n'est plus possible de continuer à rester dans cet accord. Parce que cet accord a été signé, vous vous souvenez, dans une période où notre État était très faible. Ça arrive à toutes les nations. Il y a des périodes difficiles dans l'histoire des pays où il y a des accords qui sont signés. L'illustration, pour ceux qui lisent un peu l'histoire, c'est la Turquie moderne. Après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, était réduit à sa plus simple expression. Il a fallu que des patriotes se retrouvent pour remettre en cause cet accord. Je crois bien c'est Cèdre, l'accord de Cèdre, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, les historiens pourraient me corriger. Pour dire non. Mais pour cela, il a fallu l'union sacrée de toutes les forces patriotiques. Les laïcs, les religieux, les traditionnels, tout le monde se retrouve pour sauver leur pays. Nous, notre pays, a signé des accords. Nous avons tout fait avec notre partenaire français pour qu'on puisse appliquer ces accords dans le cadre du respect mutuel des deux États. Mais la réalité, on ne voulait pas voir le M5. Vous savez, la première fois où le gouvernement français a décidé qu'il suspend les opérations militaires, c'est le jour où nos frères du CNSP, de l'ex-CNSP, ont dit qu'ils vont donner la primature au M5, c'est le 3 juin. Parce que souvent, dans les débats, les gens oublient les dates. Tout est significatif. La deuxième fois, c'est le 7 juin, lorsque le Premier ministre a été nommé. Ces deux dates sont les dates auxquelles le gouvernement français a dit qu'il rompt les opérations militaires avec l'armée malienne au motif que le gouvernement malien aurait décidé de discuter avec ce qu'ils appellent les terroristes. Les terroristes. C'était ça l'argument au départ. Aujourd'hui, les pays où ils veulent aller, je ne vais pas citer de nom, mais le président a libéré les chefs terroristes. Il les a reçus au palais. Il dit qu'il envoie des délégations pour négocier avec eux. Donc ça montre que c'était un prétexte. En fait, c'était des moyens de pression sur le président de la transition, qui n'a pas cédé, qui est resté, comme on dit, droit dans ses bottes. Après ces deux étapes,
nous avons décidé, à partir du moment où une des parties peut remettre en cause un accord, nous avons décidé de la relecture de cet accord. Et nous avons proposé des amendements qu'on a envoyés. Ce n'est que 3 mois après qu'il nous a été répondu qu'il va envoyer une commission technique discuter avec nous. Pendant que nous attendons cette commission technique, des actes de provocation, de dilatoire, d'espionnage, de violation systématique, méthodique, délibérée de notre espace aérien, des actes d'espionnage sont conduits contre nos forces armées de sécurité. Ça veut dire clairement qu'ils ne sont plus dans la logique de l'accord. À partir de ce moment, nous avons décidé souverainement, à partir d'aujourd'hui, que cet accord est caduc et nul et de nul effet, et nous avons puisé les éléments de droit dans les accords internationaux et les dispositions de l'accord lui-même. Cela a été fait parce que nous avons un objectif, c'est de libérer le pays. Nous avons un objectif, c'est de changer le pays. Nous voulons que chaque fois que les Maliens s'interrogent, et c'est leur droit, chaque fois que les militants et les responsables du M5 s'interrogent, et c'est leur droit, qu'ils puissent eux-mêmes regarder en matière de défense on avance, en matière de réforme on avance, en matière de lutte contre la corruption on avance, en matière d'organisation d'élections transparentes on avance. Dans la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement est très prudent. En ce moment, même si on n'est pas totalement satisfait, au moins les uns et les autres ont la conviction qu'on est sur la bonne trajectoire. Ça, c'est la deuxième chose qui nous tient personnellement à cœur. Tous les matins, avant de commencer, je m'interroge quels sont les actes qu'on va poser dans la journée qui peuvent concourir à atteindre ces 5 objectifs. Tous les matins, je commence par ça. Et quand je finis, vers 23 h, je regarde comme je reçois plus de 500 WhatsApp, plus de 300 SMS et plus de 150 appels. J'ai choisi quelques-uns pendant 1 heure de temps pour appeler, pour répondre. La question que je me pose avant de dormir, est-ce que les raisons pour lesquelles je suis venu ici, est-ce qu'on est sur cette pente? Et qu'est-ce que je dois faire demain matin? Avec quel ministre il faut parler? De quel sujet je dois parler avec le président pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction, même si souvent c'est lent. Voilà comment nous fonctionnons. Et tous les actes majeurs que je pose, tous les propos majeurs que je tiens, une fois que l'idée me vient, je prends soin d'en parler avec le président. À l'issue des discussions, il peut les amender. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Il peut déconseiller d'avancer dans tel sens. Mais dans la plupart des temps, très souvent, il me donne son feu vert. Que les politiques vont continuer leur débat quand ils s'affrontent, les historiens vont écrire, mais nous qui sommes en responsabilité de la charge de l'État, nous devons assumer toute notre histoire au nom de notre peuple pour pouvoir avancer. Si ça réussit, et je crois qu'on doit tous faire que ça réussisse, c'est au bénéfice de tous les Maliens, mais surtout au niveau du M5, qui a donné la preuve dès sa constitution que toutes les sensibilités politiques qui ont jalonné notre histoire peuvent se retrouver pour une cause juste. Il y a des gens qui n'allaient jamais se rencontrer autour d'une table avant le M5. Ils se sont retrouvés, ils ont mené le combat, ils l'ont réussi. La première étape. Maintenant, il faut qu'on réussisse l'étape la plus difficile. Qu'on se reconstruise le Mali et rendre le processus de changement irréversible. Que les jeunes qui ont fait le combat avec nous autres dans quelques années, quand ils vont venir prendre la relève, qu'ils aient moins de problèmes à gérer, qu'ils concentrent leur énergie sur la bonne gouvernance et non pas être dans des querelles historiques ou bien en train de courir derrière les djihadistes. Voilà un peu la philosophie qu'on a aujourd'hui. Mais ça se nourrit tous les jours des activités du M5, des idées du M5, de l'esprit M5,
de la confiance du président de la transition et de ses compagnons. Voici les principales boussoles que moi j'ai. Et c'est pour cela que je crois que cette partie de l'histoire, on l'écrit ensemble, en vérité. C'est pas le Premier ministre seul. Les ministres M5 qui sont dans le gouvernement, plus les autres ministres, font tous ce qu'ils peuvent. Il y a des difficultés. Tout le monde les a. Tout le monde les rencontre. D'ailleurs, la seule personne qui ne fait pas de difficulté, qui ne se trompe pas, c'est celui qui ne travaille pas. Lui, il peut être assis dans son coin tous les jours, yaka, yaka, yaka. Mais ceux qui travaillent là, ils vont forcément se tromper quelque part, ils vont faire des erreurs, ils vont même faire des fautes. L'essentiel, c'est que la trajectoire soit maintenue. C'est surtout ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas qu'au moins trébuchement, on abandonne. De la télévision panafricaine et nos invités, Amina Fofana, j'espère que vous êtes déjà installé en multiplex depuis Bamako, tout comme Linda Labaoui que nous attendons depuis Paris. Voilà, mesdames, vous êtes bel et bien là. Amina Fofana, je commence par vous à Bamako. Alors, le M5, tout à l'honneur, le combat du M5, on le sait, a été un combat de la pleine souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire, un combat d'émancipation, de libération avant tout. Alors aujourd'hui, on a bel et bien l'impression que voilà qu'on est dans le combat, dans cette lutte acharnée du M5, parce que un pas décisif a été marqué, c'est-à-dire la rupture des accords militaires avec la France. J'ai pas compris la question parce que le M5 n'a pas lutté contre la France. Le M5, j'étais dedans. Nous qui étions dedans, là, bon, à l'époque, on était le MDP. Le M5 a lutté contre Ibeka. Donc, en gros, c'était contre Ibeka, mais nous, on a lutté contre la France et contre Ibeka. C'est pour ça que je comprends pas la relation de entre votre question et le M5. C'est plus tard maintenant que la lutte, voilà, du MDP et de Yereolo s'est uniformisée partout sur l'étendue du territoire. Donc, à la base, le M5 n'a jamais demandé que la France parte. Donc, répétez-moi la question, s'il vous plaît, Guy Fondop. Suivez à présent parce que nous avons quelques soucis techniques. Est-ce que vous me suivez en ce moment? Oui, je vous suis. Alors, j'étais en train de dire que, après avoir écouté le Premier ministre Choguel Maïga, on comprend très clairement que le combat, c'est le combat pour la pleine souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire malien, que c'est la libération du territoire malien, et cela passe par des pas majeurs comme la rupture des accords militaires qui vient d'être prononcée, rupture des accords militaires avec la France. Alors vous, qui aviez été aux premières heures de ce combat, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que tout reste sur la bonne voie, que la voie actuelle est celle que vous aviez ciblée quand vous lanciez justement cette pleine émancipation, notamment contre Ibeka et aussi contre la France? Je te remercie Guy Fondop, je salue Linda, ma soeur Linda Larbaoui, je salue également les téléspectateurs d'Afrique Média et je salue la partie technique qui est au four et au moulin pour nous tous les jours. Afrique Média, le monde c'est nous. Effectivement, je salue le courage et la bravoure de notre digne Premier ministre, M. Choguel Kokala Maïga, avec le digne président patriote, M. Assimi Goïta, son excellence, et aussi sans oublier notre président du CNT, sans quoi rien ne serait possible, parce que c'est par nous que les lois sont votées, les lois du gouvernement et tout. Donc, c'est le colonel Malik Diaw, je le salue. Voilà, c'est-à-dire que l'accord de défense est venu dans un contexte très particulier où le Mali était très très faible. Pour ce qui nous lie à la France, c'est l'accord de défense. Donc si on chasse la France, ça veut dire qu'on a rompu l'accord de défense. Et l'accord de défense a été signé au moment où le Mali était très faible, au moment où Ibeka, les élections, les mêmes France et la communauté européenne ou la communauté occidentale autoproclamée aux communautés internationales ont mis la pression sur Aya Sanoro, le général Aya Sanoro, l'ex-président de la transition, pour qu'il organise les élections, et c'était sans Kidal. Et la France et ses amis occidentaux veulent aussi que l'on répète, que l'on revienne sur ces mêmes problèmes qui nous ont conduit à des renversements de régime
ou bien à des rectifications du processus de la transition. Donc, c'est de ce fait que ça s'est fait en 2013 et en 2014, comment l'accord est venu, c'est parce que nous n'avions pas Kidal. Je vais juste faire un peu d'historique. Nous n'avions pas Kidal et le Mali avait récupéré tous ces autres territoires sans Kidal. Donc on était parti à la conquête de Kidal lorsque la même France a posé un acte de trahison en coopérant avec Mokhtar Belmokhtar, qui était un mercenaire recherché en Libye, hautement recherché par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il avait égorgé un ambassadeur. Donc ils l'ont fait venir ici travailler avec lui, et ce sont eux qui se sont joints aux bons terroristes de la France qui s'appelle la SEMA pour tuer l'armée malienne en masse. Même le PM à l'époque avait été empêché d'accéder à Kidal, Moussa Mara. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont affaiblis et ils nous ont imposé et l'accord d'Alger et l'accord de défense. L'accord de défense a été signé au mois de juillet, 16 juillet je crois, 2015, à travers Ibeka. Ibeka à travers l'autre, la Bandaou, avant qu'il ne soit présent, il était ministre de la Défense, et comment s'appelle, et Jean-Yves Le Drian. Donc ils se sont mis ensemble pour faire un accord d'ailleurs que dont le Mali n'a jamais presque pris connaissance du contenu, puisque ça n'a même pas été voté à l'Assemblée. Donc, de ce fait, déjà, c'est un accord illégal et illégitime, surtout illégal, parce que ça n'a pas été voté par les députés maliens à l'époque. Donc, en 2013, Ibeka a eu le Mali a été élu sans Kidal. C'est une erreur que l'on ne va plus jamais refaire. Donc c'est de là, c'est à partir de l'élection d'Ibeka que les problèmes, tous ces accords-là ont découlé, que ce soit le traité Serval qui était là avant que Ibeka n'arrive a été renforcé. Il y a aussi l'accord de défense entre le Mali et la France qui a fait venir aussi Barkhane. Et en 2020, il y a Takuba aussi, une mission européenne autoproclamée directement par Macron, décidée de manière unilatérale, qui a été envoyée toujours quand Ibeka était président en 2020 et que le mouvement M5 battait son plein. Donc, c'est comme ça qu'ils ont envahi petit à petit le Mali à travers des accords illégaux. Donc, la France a livré Kidal à ces gens pour déstabiliser le Mali, pour appliquer pour signer l'accord de défense et l'accord d'Alger et prévoir la division du Mali, la cessation. D'ailleurs, ils ont construit un aéroport là-bas dès qu'ils sont venus, les gens de Takoubala, avec 32 millions d'euros, je pense. Donc, voilà, c'est ça qui s'est passé à Kidal. Donc, maintenant, les failles de cet accord, c'est que la France avait le contrôle total de notre espace aérien et terrestre du Mali, quoi. Donc, les FAMA, les empêchaient d'opérer. Il fallait prendre des permissions à la France, 72 heures à l'avance, et à l'amunissement, à Barkhane et à l'amunissement, si on voulait survoler notre propre espace aérien. Et la France pouvait nous empêcher. Et la plupart du temps, c'était comme ça. Parce que en matière de renseignement, c'est la France qui nous espionnait pour les terroristes. Donc, à chaque fois que la position des FAMA a été trahie, et qu'ils sont tombés dans une embuscade, c'est parce que la France, même incapable de détenir un renseignement, est renseignée par les États-Unis à son tour. Donc, la France donnait directement les renseignements à ces bandits armés, à ces groupes terroristes, pour attaquer nos femmes, pour attaquer les civils, pour attaquer les bétails, pour attaquer les récoltes, pour attaquer les villages, brûler des femmes et des enfants dans des bus. Il faut vraiment noter ça. Brûler vifs des femmes et des enfants dans des bus, les calciner, éventrer des femmes enceintes, égorger des civils, bombarder elles-mêmes aussi des civils et appeler ça une bavure. Pourquoi? Et je vais en venir, puisque la France avait dit dans l'accord que si jamais la France tuait qui que ce soit, c'est-à-dire le droit des crimes, et que c'est le Mali qui devait répondre des crimes de la France. Donc, je vais vous relater juste quelques points de l'accord. Donc, tous ces crimes perpétrés par la France devaient être répondus par l'État malien. Donc,
la France pouvait nous interdire. Elle avait le contrôle total, hein, et sur même le sous-sol malien. Elle avait tout son loisir du moment où ce sont les présidents de la France-Afrique, ceux-là même pour lesquels il se bat encore, soi-disant à travers Guterres maintenant, soi-disant qu'il faut organiser, il faut retourner le pouvoir aux civils. Donc, la France avait le droit de rentrer avec les matériels et sortir avec, y compris de l'or et les ressources naturelles et les ressources minières, sans payer de taxes, sans contrôle ni rien. Donc, une fois même, il y a tout un conteneur d'or qui avait été saisi par la douane malienne ici, quand Ibeka était président, le feu Ibeka. Donc, il paraît que c'est Macron lui-même qui a appelé de l'Élysée directement pour qu'on laisse passer le conteneur à l'aéroport. Donc, comprenez que, en gros, c'est tout ça qui est devenu impossible avec la prise au pouvoir de nos dignes colonels, de notre digne premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga. Donc voilà, on peut aussi expliquer, et on est obligé d'expliquer la chronologie des faits, parce que la première fois que Assimi a pris le pouvoir, la CEDEAO a mis un embargo et ils ont exigé un retour à l'ordre, à un civil au pouvoir. Donc quand Bandao était là, Bandao était complètement sous leur charme, à leur solde. Donc, ils ont levé l'embargo. Et ensuite, quand Bandao a essayé de saboter le projet de l'accord de défense entre le Mali et la Russie, le processus de la transition a été rectifié et immédiatement, les hostilités de Macron ont commencé avec sa bande de Parly et de l'autre, Jean-Yves Le Drian. Voilà, donc cela a fait en sorte que le discours du PM qui a dit, Dr Shogel Kokala Maïga, que la France nous a lâché en plein vol, cela leur a fait très très mal. Donc à Montpellier, Macron l'a insulté devant le monde entier, Macron l'a insulté et Macron a dit que le gouvernement est illégal et illégitime, comme si Macron était malien. Donc Macron a dit ça et Macron a dit aussi qu'il va dire à la CEDEAO de sanctionner, de prendre des sanctions contre le Mali, qu'il comptait sur la CEDEAO pour ça. Donc on voit directement que suite aux propos de Macron, la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali en faisant des embargos. Donc le plan de riposte du Mali a été automatique et a été immédiate. C'est une réponse aux sanctions de la CEDEAO. Donc la rupture diplomatique, d'abord la diversification de partenariats militaires avec la Russie, la Turquie, l'Iran, la Chine et l'Algérie, parce que avec la Turquie on achète des drones, il y a beaucoup de choses qui sont achetées. Donc avec la Chine il y a des chars, etc. Donc la rupture diplomatique avec la France à travers l'expulsion de son ambassadeur. Donc vous voyez aussi que ils ont bloqué beaucoup de nos matériels. La France même mettait des embargos sur les armes des FAMA ici. Donc, ils ont refusé, tandis que la France armée, elle armait ses terroristes, et ils ont aussi bloqué un avion totalement payé aux frères du Mali et qu'ils n'ont pas livré. Vous voyez que c'est un partenaire qui ne veut pas du tout, qui est contre l'État malien, qui est contre l'armée malienne, qui est pour la prolifération du terrorisme, pour envahir le pays et s'accaparer de nos ressources et avoir le Mali sans les Maliens. Donc, l'expulsion des coopérants français et le représentant spécial, son expulsion aussi de la CEDEAO a été expulsé d'ici, RFI, France 24, Jeune Afrique et j'en passe. Donc, Macron aussi, quand il a voulu venir, son voyage a été annulé. Je vais juste vous relater les faits, quoi. Donc, après, si vous voulez, je vais rentrer dans les violations de l'accord de défense, ou si vous voulez, je ne vais pas monopoliser la parole, je pourrais m'arrêter là. Intellectuel, faudrait mieux vous poser les questions de fond avant d'élargir le débat par la suite. Nous avons le temps, rassurez-vous. Alors, j'étais en train de dire simplement que quand on écoute Shogel Maïga, on comprend très clairement aujourd'hui que, même si quelque part, peut-être par modestie, il semble dire qu'il peut y avoir des difficultés, mais on a l'impression que, connaissant vos revendications de départ, qu'on est aujourd'hui parfaitement en droite ligne de ces revendications-là et avec une grande efficacité d'ailleurs, notamment avec la rupture de ces accords diplomatiques, enfin de ces accords militaires avec la France tels que prononcés lundi soir.
Bonjour, c'est à moi? Non, ce n'est pas encore à vous. Je voudrais rester avec Amina. Linda, on va vous retrouver, rassurez-vous, on a le temps. J'ai cru que c'était à Linda. Allez-y, je l'écoute. Alors, je repose ma question. Vous vouliez tout à l'heure rentrer encore un peu plus en détail voilà, de ce qui aujourd'hui justifie cette rupture de l'accord militaire qui avait été signé enfin, au départ sous Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, quels sont entre autres motifs que vous souhaitez aujourd'hui présenter? Quels sont entre autres motifs qui justifient aujourd'hui la rupture? On a quelques petits problèmes de son. Ah d'accord, ok. Parce que la France en fait a violé l'accord à plusieurs reprises. Donc, ce qui fait que si l'un des partis demande, se plaint ou dénonce l'accord ou demande la révision, la France ne fait rien, la France ne réagit pas. Mais ça stipule dans l'accord que cela conduit directement à la rupture. C'est à cause des décisions unilatérales de la France qui prend, parce que quand le PM est passé devant les Nations Unies, Macron est sorti pour dire que ils vont stopper, suspendre toutes les coopérations de Barkhane et de Takuba avec les FAMA. Donc pendant ce temps, ça c'était une violation, une des nombreuses violations de l'accord de défense par la France. Donc, la cessation de l'opération conjointe avec les FAMA, le déploiement de manière illégale des forces européennes, y compris surtout les forces danoises, parce que beaucoup ont réfléchi quand l'État malien, à travers le digne président patriote Assimi Goïta, a expulsé les forces danoises qui avaient été mandatées par la France à travers Jean-Yves Le Drian pour venir envahir le Mali, sans demander au Mali, sans passer par le Mali. Donc les autorités ont affirmé notre souveraineté en disant que les Danois peuvent partir. S'ils veulent venir, c'est au Mali de leur donner une autorisation. Ils doivent adresser une demande aux autorités maliennes au lieu de venir. Et ce qui a stoppé l'invasion du Mali, puisqu'il y a d'autres pays après qui se sont découragés, qui ont dit qu'ils ne viendront pas, et certains qui sont là ont plié bagages pour rentrer. Donc, la collision avec les terroristes, parce que la France est là, la France est en train, est en cours de connivence, c'est-à-dire que les terroristes sont pour la France. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de la bataille de Kidal, où c'est l'armée française qui a fait qu'on a perdu Kidal. D'ailleurs, il y avait des snipers français qui ont été tués là-bas. Avant, c'était des secrets de défense, mais maintenant, on peut le dire. Il y a beaucoup de Français qui sont tués. À chaque fois qu'il y a attaque terroriste sur nos FAMA, il y a les Français déguisés parmi les terroristes. Donc ça, c'était les non-dits. Donc, l'absence de résultat, la France n'a produit aucun résultat. Le résultat, il est péjoratif. La France, je crois, n'a même pas tué 100 terroristes. Parce qu'il y a des terroristes, on se souvient, que la France tue et qui se réveille. L'année prochaine encore, la France tue, il ressuscite. La France tue et tue encore et encore. Les mêmes. Donc, c'est de la propagande. Ce que la France a tué ici, je ne sais pas si ça vaut 100 parce que au plus, ça ne vaut pas 100. Or, depuis que la Russie est venue, en 4 mois, la coopération, elle est incomparable. Vraiment incomparable. Il y a des milliers de terroristes qui ont été neutralisés. Les déplacés internes sont retournés chez eux en majorité. Ils sont en train de rentrer chez eux. Les endroits sont en train, les villes sont en train d'être sécurisées par les FAMA à travers la coopération sincère et sérieuse entre le Mali et la Russie. Parce que la Russie, c'est un partenariat sérieux, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Or, la France, c'est un pays voyou. Donc, l'absence de résultats, le blocage, voilà, de plusieurs matériels dont la France, quand on achetait les armes, l'argent venait du contribuable malien. La France venait nous donner les armes de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien des blindés en carton, hein, des avions cloués au sol, des avions de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les épaves. C'est ce que la France nous donnait en retour de notre paiement. Mais la France armait très très bien et les terroristes et les renseignait très très bien. Donc la France s'est trompée de mission. Donc un autre point, les violations répétitives de notre espace aérien, c'est-à-dire que la France est partie dans notre espace aérien violer ça au moins une 50aine de fois. Parce qu'il a été dit, le digne président patriote Assimi Goïta avait corrigé avec toute son équipe, avec le gouvernement, avec tout l'État, avec les colonels. Ils avaient écrit à Macron
pour dire que il faut revoir l'accord d'Alger. Et de notre côté, nous, on a mis notre proposition sur la table. Tellement c'était brûlant pour Macron, ils ne l'ont pas répondu. C'est pour ça que je vous disais que février, la France va plier bagage, la France va partir d'ici. Donc, la France n'a fait aucun effort. Au contraire, la France est partie dans les escalades verbales, dans les insultes, dans l'arrogance. C'est dans ça que la France a persévéré et aujourd'hui, elle récolte les pots cassés. Donc, la répétition, la violation répétitive de notre espace aérien. Et puis, elle passe aux menaces, aux intimidations. Voilà, donc, en gros, la France ne respecte rien. La France n'a pas de parole, la France n'a pas de dignité. La France va simplement quitter notre pays et je salue nos dignes dirigeants, le digne président patriote avec son premier ministre, avec notre président de la CNT, tous les colonels, tous les membres du gouvernement, je les salue tous. Toute la transition d'ailleurs, parce que il faut saluer toute l'Afrique, mais d'abord je vais saluer le digne président patriote, son Excellence Monsieur Paul Biya, de nous avoir permis de discuter, de faire comprendre, de faire connaître la lutte du Mali via Afrique Média. Le monde, c'est nous. Merci Afrique Média. Merci à vous Amina Fofana. Surtout restez en multiplex, le temps de recevoir également Linda Labaoui pour un échange. Linda, je vous retrouve, j'espère que vous êtes bel et bien installé en multiplex. Alors, on voit très clairement que le point de rupture était arrivé, Paris qui s'est soit lourdement trompé dans sa mission sur place au Mali, tel qu'engagé il y a de cela déjà 10 ans, voire un peu plus. Paris donc qui s'est trompé, ou alors Paris qui avait un tout autre projet qui était celui plutôt de se substituer pratiquement à l'État malien et d'agir non pas dans le sens des intérêts du peuple malien, mais plutôt dans ses propres intérêts, notamment à travers ces extractions de ressources ou alors cette appropriation d'espace aérien malien tel qu'on a pu l'entendre jusqu'ici. À tout le monde et à ma sœur Amina Fofana. Eh ben la réponse, elle est très très claire. La présence de la France au Mali, et la France a tout fait pour envahir le Sahel. En 2008, il y avait eu un renversement de gouvernement et de président en Mauritanie. Le président en place était un gentil panafricaniste, donc ils l'ont renversé et ils ont fait en sorte d'essayer d'envahir le Sahel. Dans ce projet, il y avait la Libye, il y avait aussi la Tunisie et il y avait l'Algérie. Donc là, je remonte à 2008, parce que tout a commencé, bien sûr, un peu avant. Et tout ça, la France, c'est quoi? C'est un pays de l'OTAN. Ce n'est qu'un redéploiement des forces néocolonialistes du bloc de l'Ouest. Donc, on se redéploie. La Russie est affaiblie, la Russie n'est pas là. Ça a rapport avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, ce n'est qu'un redéploiement des forces. Quand on prend la carte géographique à partir de 1991 à la chute de l'Union soviétique, on voit l'Irak qui était envahi, une guerre qui commence, une guerre médiatique et une guerre aussi contre l'Iran, une guerre commerciale. Au départ, on les a empêchés de commercer, donc ça s'est propagé tout doucement. On le voit aussi au Liban, le Liban qui était français. Donc, on a obligé Bachar al-Assad à sortir du port de Liban et libérer, alors que c'était lui qui assurait la protection du Liban. Donc, on l'a empêché et Sarkozy a tout fait pour le dégager de là. Donc, tout ça, c'était un redéploiement. Et l'Afrique, bien sûr, l'Afrique qui nourrit tout l'Occident. C'était plus important que tout. Il y a eu l'affaire Enamenas en Algérie. C'était pour obliger les Algériens à accepter la présence de la France et de l'OTAN. Donc l'Algérie a refusé. C'est elle qui a donné l'assaut et elle a libéré les otages, tout ça. Donc tout ça est lié. Et puis malheureusement, à un moment de faiblesse, c'est le Mali qui s'est retrouvé dans cet étau. C'est le Mali qui s'est retrouvé avec des accords qui n'étaient pas, pour moi, ce ne sont pas des accords. On signe des accords quand nous sommes égaux dans nos moyens. Mais le Mali n'avait pas les moyens de la France et le Mali a subi toute la pression
qu'il fallait pour accepter ce genre d'accord. Donc à partir de ce moment-là, eh ben la France fait ce qu'elle veut, elle est toute seule, elle évince qui elle veut. Et puis je me souviens aussi que le Mali possédait une petite aviation sympathique quand les Français ont débarqué, mais la première des choses qu'ils ont fait, c'est de clouer tous les appareils au sol. Donc au départ, c'était déjà un sabotage au départ, ce n'était pas la vente de matériel qui ne fonctionne pas. Au départ, il y avait déjà un sabotage. Pourquoi? C'est pour qu'il soit tout seul dans les airs et puis qu'il soit maître de la situation. C'est ça le véritable tableau. Après, il y a eu le terrorisme, bien sûr, qui a progressé et qui a envahi tout. Mais aujourd'hui, les Maliens savent très bien, on a assez parlé de ça, ils savent très bien qui finance le terrorisme, comment il est arrivé là. Mokhtar, Bon Mokhtar, pour ma sœur Fofana, pour nos amis maliens, était recherché par la Libye, mais il était recherché aussi par l'Algérie. C'est l'Algérie qui en a fini avec lui. Et si actuellement, je pense bien que il y a des éléments nouveaux depuis à peu près 2 mois, parce que les Maliens ont éliminé pas mal de personnes qui étaient liées à Mokhtar Ben Mokhtar dans le passé quand il était là, et puis à Droukdal qui l'a remplacé. Mais il y a eu une véritable arrestation en Algérie concernant des gens qui étaient dans le trafic de cigarettes et qui étaient liés au Sahel. Donc ils ont dû parler, ils ont dû donner des éléments, mais il y a eu aussi toute une cellule de terroristes, la dernière cellule terroriste dans le nord de l'Algérie. Et puis, comme d'habitude, la télévision algérienne nous les montre, et puis chacun parle un petit peu. Donc il y a l'un d'eux qui explique qu'il agit depuis 1994. Donc c'était anciennement un élément du GIA et qu'il a rejoint Mokhtar Ben Mokhtar, et qu'il a travaillé pour lui, et cette cellule a été démantelée. Maintenant, la France est très affaiblie pour la simple raison que ces gens-là qui ont parlé, ils ont fait partie du GIA, mais ils font partie actuellement de Rachad. Le mouvement Rachad est très actif en France, ils sont même protégés par la France, ils sont très actifs aussi en Suisse, à Zurich et à Genève. Ils sont très actifs aussi en Grande-Bretagne, à Londres. Le président de ce mouvement vit à Londres tranquillement, il n'est pas inquiété. Donc, les gens qui ont été arrêtés ont dû donner des éléments. Il y a quelques personnes ont été arrêtées par des Algériens, d'autres par les Maliens. Donc, tout ça, ça fait pression quand même sur la France. Nous avons des éléments aujourd'hui. C'est les services de sécurité maliens et les services de sécurité algériens ont des éléments, je suis persuadée, parce qu'on ne peut pas arrêter un groupe de terroristes sans qu'ils donnent des éléments. C'est pas possible, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils parlent. Donc, et puis le Mali, c'est très bien, parce qu'il fait comme l'Algérie, il négocie pas. On relâche pas des terroristes. La France, c'est ce qu'elle faisait. Et il est vrai que de temps en temps, il y avait un terroriste qui mourait et puis on le revoyait quelques mois après. Donc ça, c'est plus possible. Et par rapport à tout ça, et par rapport aussi au passé avec les Azawad qui ont donné pas mal de dossiers, comme l'avait dit monsieur Choguel Maïga, par rapport. Donc aujourd'hui, le Mali possède des dossiers qui peut s'en servir comme moyen de pression. Et ça va rentrer dans la négociation. Ce qui est sûr, c'est que les accords sont finis, pas seulement parce que le Mali l'a demandé, mais parce que quand on décortique les officiels du Mali, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils nous informent, eh ben ils ont des moyens de pression, ils ont des choses contre la France qui leur permet d'en finir avec les accords. Et tout ce qui est sécuritaire, c'est le Mali qui récupère, et c'est le Mali qui sécurise son territoire avec une collaboration d'un autre pays, quel que soit l'autre pays, parce que il y a les accords avec bien sûr la Russie, mais il y a aussi un travail très sérieux avec l'Algérie qui possède, parce qu'entre le Mali et l'Algérie, il y a 1300 kilomètres de frontières, ce n'est pas négligeable et c'est pas facile de défendre. Si les Algériens ne travaillent pas avec les Maliens et vice versa, il est très très difficile de sécuriser ces frontières-là.
sachant que j'ai appris hier soir et aujourd'hui la nouvelle a été donnée par un seul journaliste mais qui vient des pays du Golfe et qui vit à Londres. L'Ukraine, c'est le pays de toute façon de tous les trafics et c'était le pays des trafics de cigarettes et d'armes. Donc ce que j'ai appris hier et qui a été confirmé aujourd'hui par ce journaliste, c'est que la moitié des armes qui sont livrées à l'Ukraine disparaît avant de rentrer sur le territoire sans même que les Russes ne les bombardent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils annoncent qu'ils ont envoyé des armes, comme ça les Russes les bombardent et puis on ne comptabilise pas. Mais apparemment, des armes, des grosses quantités d'armes sont détournées. Mais je dis ça pour nos amis maliens, je dis ça pour nos amis algériens et pour le Sahel et pour l'Afrique entière. On a vu ça dans le passé, pendant la guerre de Yougoslavie, des armes qui étaient détournées, qu'on a retrouvées bien plus tard dans le Sahel, d'abord en Algérie, après c'était en Libye, au Tchad et dans le Sahel. Donc il faut faire très attention. Il y a jamais un pays n'a reçu autant d'armes dans le monde comme le reçoit l'Ukraine aujourd'hui. Je pense que si les Français insistent pour rester et ils insistent aussi pour continuer leur travail et ils veulent remettre en cause tous ces accords pour qu'on puisse leur accorder le droit de rester un peu. Et si les États-Unis actuellement envisagent d'ouvrir une base militaire à l'Aïoun au Sahara occidental, et ils ont signé un accord avec le gouvernement illégitime de Bachar en Libye, des accords militaires de 10 ans, c'est qu'ils vont nous inonder d'armes. J'ai parlé il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, j'ai dit le terrorisme va s'accentuer dans le Sahel. Et la semaine dernière, Afrique Média, sur une émission, ils m'ont dit que je l'avais déjà prédit. Je l'ai prédit par rapport aux données. Et les données d'aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que nous, les Africains, on doit faire très attention, surtout nos amis maliens, parce que cette quantité d'armes, elle va aller quelque part et c'est pas en Europe où elle ira puisque c'est les Européens qui sont en train de la donner. Donc ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bien sûr une excellente chose que la France nous débarrasse le plancher et qu'elle s'en aille chez elle. Ça, c'est par rapport à ce que je vois. Maintenant, un avis personnel. Un avis personnel qui peut être aussi l'avis de beaucoup de panafricanistes et de beaucoup d'Africains. Un message pour les Français. Nous savons ce que vous faites. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Le jeu est compris depuis très longtemps. Nous sommes fatigués, nous les Africains, par tout ça. S'ils veulent commercer avec l'Afrique, l'occasion, leur président part en Algérie le 26 mai, donc c'est le premier pays africain qu'il va visiter après sa réélection, qu'il propose des choses honnêtes et on travaillera avec eux. Ils sont pas prêts de le faire, c'est des gens feignants et c'est des gens qui ont appris, ça fait 200 ans qu'ils travaillent, qui volent et ils nous font travailler et là nous sommes fatigués. Il faut que le Français sache une chose, que c'est le Russe et l'Africain qui s'est battu pour lui pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous les avons libérés du nazisme. Donc nous sommes prêts à nous battre pour notre Afrique et pour nos richesses et pour l'avenir de nos enfants. Il faut que les Français comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent que toute l'Afrique est solidaire pour le Mali. Le Mali, c'est le poumon de l'Afrique ou c'est le cœur de l'Afrique. C'est tout part de là, tout est parti de là et tout repartira de là. La libération de l'Afrique repartira du Mali, donc nous sommes tous Maliens. Larbaoui, Amidia Fofana, je vous retrouve très rapidement. Alors, on s'interroge principalement autour des raisons aujourd'hui qui justifient la volonté de la France de ne pas partir tout de suite. On entend qu'il faut encore à peu près 4 mois pour que les 2400 soldats français encore présents sur le territoire malien puissent définitivement plier bagages. Et pourtant, les autorités demandent de partir tout de suite.
Alors, la question de fond, vue par vous, c'est pourquoi est-ce que la France tient à rester, à avoir des délais supplémentaires pendant qu'elle espionne le ciel malien tel qu'on a pu le voir à travers les différentes dénonciations du gouvernement? Merci beaucoup, Guy Fonop. Je vais rectifier quelque chose parce que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question sur le M5, parce que le M5, c'est vrai, l'objectif c'était de faire partir IBK, et qui veut faire partir IBK, c'est aussi veut déranger la France, veut chasser la France. Donc nous aussi, étant dans le M5, si on agit, on agissait aussi au nom du M5. Donc en gros, c'est vrai, le M5 a lutté et contre IBK et contre la France. Voilà, donc j'ai pas bien entendu la question, mais ce que j'ai donné, c'est, en gros, tout ça aussi, c'était dans le M5. Voilà, donc la France refuse de partir parce que la France a tout à perdre. Parce que quand la France sera chassée d'ici, les autres pays vont prendre exemple sur le Mali. Je suis fier du Cameroun, et je salue la bravoure du président camerounais, de Afrique Média, du travail acharné de Afrique Média. Je salue la bravoure du peuple camerounais, du panafricanisme du peuple camerounais, parce que grâce à vous, vous avez signé un accord de défense avec la Russie. Les Africains n'ont plus foi à la France, parce que les médias mensonges qui sont certains de ces instruments pour lobotomiser nos cerveaux et nous retourner contre nous-mêmes. Ce sont ces instruments-là aujourd'hui qui sont anéantis, qui sont mis en nu. Donc la France n'a pas intérêt à partir. C'est pour ça que ces dirigeants irresponsables, parce que c'est pas des responsables, ces dirigeants irresponsables disent qu'ils vont, menacent le Mali, qu'ils vont porter plainte contre notre État, qu'on est contre la liberté d'expression. Or, ils ont fait la même chose à RT France. Comme eux, ils sont les plus grands démocrates, les plus grands civilisés, ils ont fait la même chose à RT France. Aussi, ils ont c'est-à-dire que c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. C'est pas la peine. Donc, voilà, il y a Jean-Yves Le Drian aussi, on a une plainte contre lui ici, avec son fils. Donc, ça sera plainte contre plainte. Voilà. Et pour lui, c'est pour fraude, corruption, etc. Donc, la France a tout à perdre. Parce que la Russie a montré son sérieux, la Russie a montré sa détermination ferme. Vous avez vu que hier, la Russie a convoqué une réunion aux Nations, une réunion comment on appelle, informel aux Nations Unies pour discuter du cas du Mali avec le départ de l'annonce de la rupture des accords de défense entre le Mali et la France, parce que la présence de la France devient illégale. Donc si elle persiste, elle deviendra une force d'occupation. Donc les terroristes de la France seront vraiment dans une très très grande difficulté de ravitaillement en matière de renseignement aussi, en matière de carburant, en matière d'armement, de matériel, de terrorisme, et ils seront surtout à court de liquidité. Donc les terroristes et l'amunissement seront abandonnés aussi en plein vol par la France. Ils seront abandonnés à leur propre sort ici. Et je vous assure, l'amunissement n'est pas du tout aimé. Mais l'amunissement, on veut bien que ça soit un mandat russe, robuste au mois de juin là, au mois de juin, oui. Donc soit ça se transforme en un mandat russe, comme ça on enlève tous les dirigeants dynamicaux, les dirigeants dynamicaux qui dirigent des pays frais. Donc on enlève tout ça, on refait un mandat robuste de l'amunissement. Ou si c'est la version française, les Maliens n'en veulent plus, les Africains n'en veulent plus. Donc ils seront en difficulté. La France va perdre juridiquement sa présence ici au Mali, et ça va mettre la France en danger, parce que par rapport à la convention de Vienne, si la France persiste dans ça, on peut tranquillement bombarder ces violations d'espace, que ce soit à travers les drones ou à travers des avions dont elle éteint, je crois, elle coupe le micro, ou je sais pas, il y a un matériel là qu'elle coupe pour ne pas se faire repérer. Et maintenant, grâce à la coopération avec la Russie, on peut repérer tout ce que la France fait et on a toutes les informations. Donc la France va surtout perdre l'immense richesse qui est au nord du Mali, qui est partout au Mali d'ailleurs, l'immense richesse qui est au Sahel, parce que c'est le départ, c'est le début
du départ de la France du Sahel qui commence comme ça. Malgré que Bazoum a fait ratifier et Barkhane et Takuba dans son assemblée, mais le peuple aura le dernier mot sur Bazoum. L'armée nigérienne aura le dernier mot sur Bazoum. Et le Niger la France ne va pas continuer à se ravitailler de l'uranium nigérien et émettre des radiations sur le peuple nigérien qu'elle méprise, parce qu'elle méprise toutes les autres créations. Elle est dans le pétrin jusqu'au cou, parce qu'elle n'a pas de ressources naturelles, elle n'a pas de richesse, elle est arrogante et elle a un droit de veto à l'ONU qui est neutralisé par la Chine et par la Russie. Donc il faudrait que, l'avantage est que les autres pays africains sont en train de suivre. Il y en a un paquet maintenant. Il y a le président patriote aussi malgache qui a fait la même chose. Donc sans parler de la Centrafrique d'ailleurs qui a été le premier à faire le pas. D'accord. Donc cette immense ressource naturelle qui est au Sahel, c'est ça qui va faire en sorte que la France va perdre les nerfs. Elle a déjà perdu les nerfs. Voilà, donc c'est ça qui fait mal à la France. C'est pour ça qu'elle persiste dans les mensonges, dans les escalades verbales. Donc ça ne sert plus à rien. En un mot, c'est la décolonisation qui va s'étendre. La décolonisation totale du Mali et de l'Afrique qui est en train de commencer et qui va s'étendre à la monnaie coloniale et à d'autres instruments de l'impérialisme français et occidental. Et c'est ça qui leur fait peur, c'est ça qui leur fait très très mal. Aujourd'hui, le Mali n'a rien à craindre parce que les 10 dirigeants sont soutenus par le digne peuple. Voilà, donc on fait corps avec notre armée. Et d'ailleurs, il y a Espoir Tous Fama qui va organiser une grande sortie, un grand meeting le 13 mai, ce 13 mai, au monument de l'indépendance. Ça sera plein à craquer et j'espère que Afrique Média sera en direct pour commenter cet événement. Parfaitement. Pour soutenir les femmes. Hein. Parfaitement. Voilà, la rédaction a forcément eu votre message, Amina Fofana. Linda Larbaoui, je vous retrouve très rapidement. Alors, on voit très clairement aujourd'hui que Paris cherche quelque part à on ne pourrait pas dire garder la main parce que de toute évidence, le retrait a été lancé et est irréversible. Il reste 2400 soldats français sur le territoire malien, mais il y a des drones qui continuent à espionner, enfin à sillonner le ciel malien pendant qu'ils disent voilà, être en train de démanteler les bases. Du coup, on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui s'inquiéter de ce de ce que serait en train de faire la France en ce moment, au moment où elle dit qu'elle est en train de plier bagages et quand elle demande 4 mois supplémentaires pour le faire? Bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Moi, c'est pas les 2400 soldats qui m'inquiètent, ou ce ne sont pas les drones qui m'inquiètent. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en Afrique, c'est l'Africain qui fait du mal à l'Afrique. C'est les traîtres qu'elle va laisser en place. C'est tous ceux qui travaillent pour la France et qui sont francophiles jusqu'au bout, jusqu'au boutistes pour la France qui m'inquiètent. Je l'ai vécu dans mon pays, on l'a vécu encore avec le Hirak, c'est-à-dire depuis 1982 où le terrorisme a commencé officiellement pour beaucoup de gens, c'est en 92. Et puis en 2019, toutes les têtes dormantes sont sorties et elles ont essayé de voler ce Hirak qui a libéré l'Algérie justement de cette influence française ou même occidentale, je dirais. Mais sinon, il n'y aurait pas eu un soutien aujourd'hui des Algériens pour leurs frères maliens. Donc oui, c'est très inquiétant. Et il va falloir faire très attention. Je pense aussi que ceux qui sont au pouvoir au Mali, ils ont une bonne collaboration avec les Russes et avec les Algériens. Donc ils doivent avoir des éléments et je pense aussi qu'ils savent écouter. Ils écoutent déjà leur peuple, c'est très important. Et quelqu'un qui est au gouvernement, qui sait écouter son peuple, il peut faire des choses pour son pays. Donc il y a déjà ça qui est important. C'est vrai que la France, encore une fois, n'a pas les moyens, ni l'Angleterre d'ailleurs, les deux empires qu'il y a eu, ils n'ont pas les moyens, ils n'avaient pas les moyens d'envahir le monde. Ils ont envahi le monde avec des traîtres, avec des collabos, avec des mercenaires, avec des barbouzes. Voilà comment ils ont dominé le monde. Et je suis persuadée
Au Mali, il en restera quelques-uns. Et c'est cela qu'il va falloir démasquer. Bien sûr, sans accuser les gens à tort et à travers, mais cela, il faut essayer de les démasquer. C'est pas évident parfois, mais c'est la chose la plus inquiétante pour moi. Les militaires partiront, ils ont déjà commencé. Les drones vont disparaître du ciel malien, mais les traîtres, il va falloir essayer de les trouver. Merci à vous. Voilà, merci à vous, à Linda Labaoui, et retour sur ce plateau. On va donner la parole aux téléspectateurs de la télévision panafricaine dans quelques minutes, dans 2 minutes très exactement. Vous aurez la possibilité de nous retrouver à l'antenne afin de nous dire ce que vous pensez de cette France qui insiste pour rester encore quelques mois au Mali, alors que les autorités maliennes ont demandé, voilà, un départ immédiat. Ce qui devrait normalement arranger la France, parce que ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle a lancé le processus de démantèlement de ses bases et de sa présence sur le territoire malien. On se demande ce que fait encore la France alors que les accusations de violation flagrante, de violation flagrante de l'espace aérien malien, voilà, fusent. Le gouvernement qui accuse Paris, et Paris d'ailleurs qui affirme avoir survolé la base de Gossi qu'elle a précédemment donc cédé aux forces maliennes, et qui dit avoir filmé, voilà, des cas notamment, enfin une sorte de simulation d'exaction qui aurait été commise par l'armée française. Alors on se demande ce que fait encore la France à sillonner donc ce sol malien pendant que sa présence est contestée et pendant que son retrait a simplement été exigé par les autorités maliennes. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Et voilà, les appels dans quelques minutes. En attendant, bien sûr, alors que nous sommes en 3e partie de cette autre édition de la Palabre intellectuelle, Amina Fofana, je vais vous retrouver très très rapidement. Alors que vous annonciez cette manifestation assez importante pour soutenir les FAMA, les forces armées maliennes, voilà, qui font un travail aujourd'hui de maillage du territoire avec voilà, les résultats qui sont aujourd'hui reconnus. Amina Fofana, je vous retrouve alors que nous sommes en 3e partie de cette émission pour peut-être rentrer encore un peu plus dans les détails de cette mobilisation qui est annoncée donc en soutien aux forces maliennes, aux forces armées maliennes qui se battent. Oui, c'est exactement ça. Le 13 mai, il y a Opération Espoir Tous Fama. Donc tous sont invités au boulevard pour soutenir nos militaires. Il y a des t-shirts, il y a des casquettes et il y a d'autres accessoires pour faire en sorte que nos militaires restent motivés dans la lutte contre les terroristes de la France. C'est le 13 mai à partir de 14 h au Monument de l'Indépendance. Parfaitement. Et Amina Fofana, aujourd'hui, on trouve encore davantage l'opportunité d'ailleurs d'un soutien à ces forces armées maliennes quand on sait effectivement que le fait de cette surveillance des positions des FAMA par la France ne peut être qu'un danger pour leur propre sécurité. Et d'ailleurs, c'est la question qui a été posée précédemment à Linda Labaoui. Comment aujourd'hui faire en sorte que cette présence qui persiste de l'armée française ne puisse pas détruire cette montée en puissance des forces maliennes? Bon, l'armée française ne peut pas saboter la montée en puissance parce que le Mali s'est passé des commandes avec la France qui n'a cessé de nous poignarder dans le dos, qui n'a cessé de nous planter son couteau terroriste dans nos dos. Donc, le Mali a cessé la coopération. La France, je vous ai dit tantôt que son terrorisme sera mise en mal ici. C'est pour ça qu'elle est en train d'aller au Niger, de Bazoum, pour essayer d'armer que l'Europe, l'Occident d'ailleurs, l'OTAN, arme le Niger comme ils ont fait une coalition en Ukraine pour armer l'Ukraine contre la Russie. C'est exactement le rôle de traître que Bazoum il est, parce que pour le traître qu'il est, c'est ça que Bazoum entend faire à travers les propos d'Antonio Guterres, qui a eu le culot aussi de s'adresser aux dirigeants du Mali, de la Guinée, Doumbouya et Adamiba, plus le digne président patriote Assimi Goïta, que nous devons retourner le pouvoir aux civils. Non, 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 non. Donc, ce qui se passe maintenant,
c'est le Mali qui a décidé de libérer nos militaires, qui ont décidé de libérer le territoire malien. D'ailleurs, le discours inoubliable et très célèbre du digne président patriote Assimi Goïta, qui dit que ils sont venus pour libérer le Mali. Donc, ils vont pas tourner le dos au Mali tant que 1 centimètre carré de notre territoire sera sous occupation. Ce qui veut dire tout simplement que ce sera à la guerre comme à la guerre. La France n'a pas le choix, la France va partir. Parce que ici, c'est la totale. La France est désavouée à cause de son propre mépris, à cause de son propre racisme, à cause de son respect envers les lois, à cause de son mépris pour nos vies, à cause de son terrorisme, à cause de son pillage, à cause de son immaturité politique, puisque le racisme l'a emporté, le nazisme l'a emporté. Donc, nous n'avons pas peur. C'est pour ça que nous sommes suréquipés aujourd'hui pour assurer, parce que même la Russie, c'est vrai, on va être en coopération, en collaboration, mais la Russie n'a pas vocation, par exemple, à rester éternellement au Mali. Un jour ou l'autre, l'armée malienne, qui est en train de monter en puissance, va être capable de se défendre seule. Mais pour l'heure, vous avez vu la différence avec la présence des militaires russes ici, et pendant les 9 ans ou 10 ans de calvaire, d'enfer avec la France. Donc la montée en puissance de l'armée malienne est un fait qui déstabilise la France, qui n'a pas les moyens de sa politique. Donc la France n'a aucun moyen pour stopper cela, parce que la Russie est un bien grand pays, un pays beaucoup plus puissant que la France, d'ailleurs beaucoup plus puissant que leur patron, leur dieu, les USA. Donc en matière de militaire, en matière d'armement, il n'y a pas de comparaison entre les USA en matière de bombes nucléaires, d'ogives nucléaires. Il n'y a pas de comparaison entre la Russie et le reste de l'Occident, et tout l'Occident. Voilà. Donc, la France est en train de jouer le tout pour le tout. Elle a joué et elle a perdu. Le peuple malien a gagné. L'État malien a gagné. Le gouvernement malien a gagné. Donc, la transition du Mali est venu pour un changement. Et le changement, on ne peut pas le faire avec la France. La décolonisation, c'est pas possible. Même la paix, c'est pas possible avec la France. Parce que la France n'est pas sur son continent. La France et l'Occident, leur méthode, c'est de créer des guerres chez les autres. Vous voyez que quand l'Ukraine, ils ont exagéré avec l'Ukraine. L'Ukraine a exagéré aussi avec le Donbass et le Donetsk, et que la Russie a commencé son opération militaire spéciale, et eux tous ils ont dit en Europe que c'est le retour de la guerre sur leur continent. Mais eux-mêmes, ils ont exporté la guerre sur le continent des autres. Donc vraiment, la France n'a plus le choix aujourd'hui. L'armée malienne est très très puissante et on n'a pas peur d'elle, et elle est illégale ici désormais. Elle est illégale, je ne sais pas si c'est avec effet immédiat, je pense bien. Sa présence devient illégale. Si jamais, c'est ce que je disais tantôt, elle ose survoler notre espace aérien, elle sera tout simplement bombardée. Et cela lui a été notifié par 44 pays lorsque le Mali était à l'ONU l'autre jour, par 44 pays par rapport à la Convention de Vienne, que si la France monte, survole notre espace, viole, voilà, notre espace aérien, et ils sont 44 pays à avoir armé des missiles, pardon, excusez-moi, avoir armé des missiles en direction du Mali, du ciel malien, pour liquider toute intrusion ou toute violation de notre espace aérien par la France, que ce soit un drone ou que ce soit un avion. Voilà, donc la France est en danger et le Mali connaît ses droits. Le Mali aussi est très bien conseillé par la Russie, est très bien accompagné, parce que la Russie, c'est pas que sur le terrain. La Russie, c'est aussi à l'ONU. La Russie, c'est les équipements militaires. La Russie, c'est la coopération, gagnant-gagnant. La Russie, c'est la coopération, relations commerciales, les relations sur tous les plans, sur beaucoup d'autres plans que la sauvagerie imposée par la France. Donc, tout ce qui reste au Mali aujourd'hui, c'est deux choses. C'est le franc CFA qui va suivre tout ce qui reste des accords coloniaux et quelques multinationales comme Bolloré à travers Orange. Et puis aussi, on voit
le réseau de Move qui est appelé ici par Malitel. Donc, comme le Maroc étant au service de la France, donc on suppose que tout ça, tous ces renseignements téléphoniques, tous ces appels-là passent par la France. Donc aujourd'hui, le renseignement malien, c'est pour ça que quand Damiba est venu, moi j'ai pas confiance en Damiba. Le renseignement malien là, c'est la Russie qui l'assume. Et Damiba, il s'est pas séparé de la France, il s'est pas débarrassé de la France. Et il veut venir collaborer avec le Mali en matière de renseignement. Mais que Damiba fasse exactement contre le Mali, c'est tout ce qu'on attend de lui. Pourquoi il fait la danse de l'autruche? Moi, je ne comprends pas. Cette politique de l'autruche ne marche pas. Il faut que Damiba prenne ses responsabilités. De toute façon, il n'aura pas le choix parce que le peuple burkinabé est décidé. Ce sont les temps qui ont changé. Lui ne peut pas chasser le roc pour venir faire du roc. Ça ne marchera pas. On l'a soutenu au départ parce qu'il était en bonne voie. Et on voit maintenant qu'il commence à prendre ses aises et il commence à avoir peur de la France et céder à la France et à la CEDEAO. Donc ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une époque qu'on a dépassée. Donc, je salue nos braves frères burkinabés qui n'ont jamais faibli. Et je sais que leur révolution a été volée. Pour l'instant, Damiba n'est pas clair. Donc, il faut enchaîner les sorties jusqu'à ce qu'ils cèdent ou bien ils dégagent. Donc, la France ne peut rien contre notre armée aujourd'hui. Les terroristes ne savent plus où donner de la tête. C'est-à-dire qu'ils sont perdus comme des orphelins. Ils sont aveugles, ils sont sourds et malentendants parce qu'ils n'ont pas de renseignements. Ils savent plus où aller. Parce que juste pour vous faire un petit rappel, pendant la récupération que l'armée malienne avait voulu, pendant que l'armée malienne voulait récupérer Kidal en 2013, la France nous avait donné des talkie-walkie d'une portée de 1 ou 2 mètres. Donc, de sorte que lorsque on vous attaque et vous vous dispersez, vous ne pouvez plus communiquer. Mais entre-temps, les terroristes de la France avaient des talkie-walkie de très grande portée pour une meilleure coordination de leurs attaques terroristes sur nos FAMA. Donc, et sur nos autorités qui représentaient sur place, nos autorités sur place. Voilà, à les égorgeant et tout. Voilà ce que la France a fait. Et la France ne récolte que ce qu'elle a sémé. Vive les FAMA. Et le 13 mai, tous les Maliens seront massivement au boulevard de l'indépendance pour soutenir notre armée. On ne blague pas avec. Donc, on est tous ensemble derrière les FAMA. Voilà, donc c'est notre espoir, l'espoir du Mali et l'espoir de l'Afrique. Et la France ne peut plus rien contre eux et ni contre la montée en puissance parce que quoi qu'elle va tenter, là-bas, elle est toujours dans l'illégalité. La Chine et la Russie sont là exactement pour la stopper. C'est pour ça que les autres pays, les présidents des autres pays ne doivent pas avoir peur. Ils doivent emboîter le pas. Merci beaucoup. Amina Fofana et le standard de la télévision panafricaine avec ce premier intervenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir Guy Fondon. Bonsoir ma sœur Amina Fofana. Bonsoir Linda Larbaoui. J'ai pas grand chose à dire. Les dames sur le plateau, ils ont tout dit. Ma sœur Amina Fofana, je vous félicite beaucoup. Franchement, j'aime bien quand vous vous exprimez, c'est clair, c'est limpide. Franchement, je vous dis chapeau. Que Dieu vous bénisse. Il y a longtemps, je vous écoute. J'ai décidé aujourd'hui pour appeler, pour vous remercier de toutes vos interventions. Elles sont claires et limpides. Ma sœur Linda Larbaoui, je vous félicite aussi. Que Dieu vous bénisse. Quand je vous écoute, je me sens super bien. Je sais que vous aimez l'Afrique et que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi je vis en France aussi. Depuis l'élection de ce président, depuis son première élection jusqu'à aujourd'hui, tous les week-ends, les gens manifestent en France. Tous les week-ends. Quand l'essence monte à 2 centimes, les gens manifestent. Tous les week-ends. Le blanc n'est pas mieux qu'un noir. Nous, les Africains, on s'est laissé abominer par les Blancs en pensant qu'ils sont mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que nous.
quand il tient tête à un blanc, il pisse dans sa culotte. Regarde le Mali. Le Mali tient tête à la France. Regarde ce que la France fait. C'est d'inventer des histoires à dormir debout. Les Maliens, ils ont créé un trou, ils ont mis des Maliens là-dedans, alors que c'est eux qui l'ont fait, tout le monde sait. La France n'est rien du tout. Les Africains doivent comprendre que la France n'a que la bouche pour parler. Regarde, tous les pays occidentaux, contre le seul pays, la Russie, ils n'arrivent pas. Le terrorisme est financé par la France. Il n'y a pas d'usine dans le Sahel pour fabriquer des armes. Comment font les terroristes pour avoir des armes? Mais j'arrive pas à comprendre. Si les dames sur le plateau, ils ont compris que c'est la France qui transporte le terrorisme en Afrique, pourquoi les présidents africains n'arrivent pas à comprendre? La question que je vais poser à mes sœurs, vous ne croyez pas que certains présidents sont complices? Parce que si vous avez compris que c'est la France qui transporte le terrorisme en Afrique, pourquoi ils ne veulent pas comprendre? Quand un président comprend, comme le président malien, Assimi Goïta, on le traite de tous les noms. Parce que le monsieur aime son pays, il veut être libre, indépendant, on lui crée tous les problèmes. Grâce à Dieu, la population a compris. Ça, c'est très important. Et tous les week-ends, s'il faut, au Mali, les gens doivent manifester. Tous les week-ends. Parce que le français est très rancunier. Ça peut durer 100 ans. Ils vont revenir encore. Il ne faut jamais oublier ça. Le français est très très rancunier. Il n'y a pas la différence entre un colon et le français d'aujourd'hui. C'est la même chose. Ce qui a changé, c'est juste la manière. Mais il y a aucune différence. Ma sœur Amina Fofana, que Dieu te bénisse. Ma sœur Linda Larbaoui, que Dieu vous bénisse. Franchement, vos interventions sont claires et limpides. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention. Et le standard, nous allons y rester encore avec cet autre appelant. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Nous vous saluons. Merci pour votre travail. Bonsoir Amina, bonsoir Linda. Bonsoir aussi aux techniciens. Merci pour le combat. J'ai certaines choses à dire. D'abord, concernant ce que Linda a dit, il faut bien mettre l'accent sur ça et propager, répéter chaque fois cela aux Africains pour qu'ils soient informés. Parce que c'est très important. Sur la prolifération des armes. Les armes qui s'en vont en Ukraine disparaissent avant d'être bombardées et c'est pour la région du Golfe de Guinée, le Sahel. Ça, mettez l'accent sur ça chaque fois. Rappelez cela aux dirigeants de la sous-région, chaque fois. Parce que c'est très important. C'est très très important. Et Amina aussi vient de dire quelque chose. Et nous devons savoir, le Mali, l'accord ou bien la coopération du Mali avec la Russie, que les gens ne blaguent pas avec ça. Mais ce que je crains, ce que nous craignons, c'est que ce sont nos populations, pauvres populations, qui seront utilisées comme des chiens à canon. Mais j'ai un appel à lancer aux Français, parce que ça suffit. La France ne fait que détruire l'Afrique, tuer les Africains sans vergogne jusqu'aujourd'hui. Et ça ne dit rien aux politiciens français. Pour eux, c'est normal. Et ils se plaisent, ils disent ça sur le plateau. Ils ne pas dire non, mais ils ont dit qu'ils ont des centrales nucléaires. Parce que le Niger est là. Ils sont prêts à tuer les Africains. Par force, à demeurer sur le coup, à les étouffer. Ils sont prêts pour ça. Et c'est ça le droit de l'homme que la France propage. Donc nous devons être conscients aujourd'hui. Et les Français doivent être conscients que rien ne sera pas payé. Ils vont payer cela. Mais quel est ce monde-là qui ne comprend pas la règle de la nature? Tôt ou tard, la France paiera tout ce qu'elle fait aux Africains. Ces intimidations,
ces pressions, ces tueries, sa peur, transformer en droit, ces mensonges, non, ça suffit. Et c'est ce qu'ils font. Regardez ce que ce bonhomme, ils sont tous complices. Guterres vient en Afrique. Vous voyez, c'est seulement les Africains qui prennent comme des masse-pieds, quoi. Il vient et puis il part. En Russie, voir comment il a été reçu. Et c'est en Afrique qu'il vient faire comme roi parce que c'est comme ça qu'il pense. Non, Guy Fondor, ça suffit. Alors, répétez-nous cela chaque fois aux Africains pour que nos dirigeants soient prêts pour le combat. C'est la guerre. Nous allons à la guerre et nous sommes dans la guerre. La guerre, répétez-leur cela chaque fois. Les Français, les Européens ne seront pas bien reçus chez nous tant qu'ils n'ont pas compris cela. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. Nous allons, s'il le faut, vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Votre contribution. On n'aura pas le temps d'aller plus loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Amina Fofana. Merci d'avoir marqué cet autre arrêt pour nous apporter ces éclairages autour de ces faits marquants de l'actualité dans la coopération, enfin, dans ce qui était jusqu'ici, on peut le dire ainsi, la coopération entre le Mali et la France, parce que ces accords, particulièrement dans le domaine militaire, ont été dénoncés lundi. Merci d'avoir marqué cet arrêt ce soir. Aussi aux intervenants nombreux, nous vous souhaitons une excellente suite à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent.